Univers techno. Il y en a pour qui, bonjour Mohamed, univers technologique, même principe, je passe en revue tous les concepts de l'univers technologique qui doivent être vus, soit secondaire 1, secondaire 2, il n'y a pas vraiment d'ordre à tout ça. Pour tous ceux que le métier d'ingénieur intéresse, c'est sûr que c'est la base du début de quelque chose de super palpitant. Là. Puis ingénieur, il y en a vraiment très large. Tu peux être ingénieur forestier, tu peux être ingénieur mécanique, ingénieur routier, ingénieur industriel. Il y en a de toutes les saveurs. Bien entendu, plus vous allez avancer dans vos études, là, plus ça va être pointu, puis peut-être appliqué à un domaine en particulier qui vous intéresse, l'ingénieur automobile. Là, on s'intéresse à analyser, en gros, dans la technologie, les objets qu'on appelle technologiques autour de nous. Donc, tout est objet technologique à partir du moment où c'est créé par l'être humain. C'est simple qu'un lance, un slingshot peut être un objet technologique. Donc, on veut analyser ça sous une perspective conceptuelle, ça veut dire comprendre les termes qui sont associés à l'analyse d'un objet comme ça. Vous allez voir jusqu'à la fin de votre secondaire, on va pousser, puis il y a toujours une grosse portion dans les évaluations qui est réservée à l'évaluation de votre capacité à faire une analyse. Puis normalement, on aurait fait aussi une conception technologique cette année. Une conception, ça veut dire créer un objet. Une analyse, c'est de prendre un objet puis interpréter ce que vous pouvez en tirer de ça. Là. Donc, sans plus tarder, je commence. L'an dernier, on avait parler de comment les choses bougent. Donc, si on s'intéresse au mouvement des choses, donc les trois mouvements, vous les connaissez, sont relativement simples. Juste m'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, peu importe la direction dans laquelle on va, si le mouvement est ce qu'on appelle rectiligne, qui est l'objet ne tourne pas sur lui-même d'aucune façon, on appelle ça un mouvement de translation. Là, vous voyez à mon écran seulement en 2 dimensions. Bien entendu, on peut s'imaginer que ça bouge en 3 dimensions. Là, on a lancé une fusée cette semaine, donc ça peut partir dans la 3e dimension et les mouvements s'appliquent aussi. Il y a justement là, des rotations dans toutes les dimensions possibles. Donc, le 2e mouvement, l'objet que vous voyez tourner en rouge, c'est un mouvement de rotation. Faites attention de ne pas vous mêler. Par exemple, l'objet d'en bas, c'est aussi une rotation. À partir du moment où est-ce que dans l'objet, il y a un point fixe, qu'on appelle le point de rotation, là, normalement, vous voyez peut-être la pointe de ma souris, c'est le point fixe de l'objet qui tourne en rotation. Des fois, on ne le voit pas, c'est subtil, comme par exemple une brocheuse, hein, le mouvement, c'est vraiment le mouvement de rotation, c'est-à-dire qu'il y a un point de pivot. Lorsqu'on combine les 2 mouvements en même temps, là, c'est le mot clé, c'est en même temps, vous vous en rappelez, c'est le fameux mot hélicoïdal. Donc, généralement, tout ce qui visse, hein, tout ce qui... les couvercles, les trucs qu'on doit visser, une vis, simplement, ce terme-là, c'est le mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste tourner, tu ne peux pas juste te déplacer en translation non plus. Donc, les deux ensemble, on appelle ça hélicoïdal. On avait une symbologie, ça, il ne faut pas l'apprendre par cœur, mais c'est un petit peu instinctif, hein, des flèches en ligne droite, c'est plus pour représenter la translation, sinon, les autres mouvements sont assez évidents. Là, ce qui est à distinguer, c'est le mouvement unidirectionnel du mouvement bidirectionnel. Il y a certains objets qui ne permettent pas le mouvement dans le sens inverse. Donc, on va dire qu'ils sont unidirectionnels. Bonjour Amia, bonjour Arcelène, bonjour Hakim, bonjour Jessica. Les nouveaux qui sont arrivés. Donc, ce matin, on fait l'univers techno. On avait vu, à part les mouvements, les forces, ça, c'est de la terminologie qui n'était pas forcément nécessaire pour ne pas faire de jeu de mots, mais ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'une force va engendrer. C'est ça l'aspect qui compte là, dans l'analyse technologique. Peut-être qu'il y en a qui veulent s'essayer à me répondre qu'est-ce que le mouvement du premier en haut, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui s'en rappellent. Le premier d'en haut. Je lis vos textos, là. La flexion, c'est bon, madame? Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle la flexion. C'est un mouvement super, qui se produit super souvent. Tout ce qui est structure, infrastructure, souvent, il y a des flexions qui sont là-dedans.
Le deuxième, c'était la compression. Donc, quand j'essaie de comprimer, encore une fois, c'est de la terminologie. Lorsque je tords un morceau de linge parce que je veux l'essorer, hein, c'est la torsion. Ça peut se produire autant avec des objets métalliques, des objets en bois. Si je tente de couper quelque chose, on appelle ça cisaillement. Et finalement, si je tire, il y en a qui vont dire la tension, c'est tout aussi bon. La traction, c'est excellent. Donc, ça, c'est les termes associés à le type de force que je peux appliquer sur un objet. Puis là, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que des fois, c'est là qu'on va renforcer, par exemple, l'objet, si on sait que ça va être son point faible, ou sinon, c'est en fonction de l'endroit où on va appliquer la force, on va peut-être mettre un organe de liaison pour engendrer un mouvement désiré, un mouvement voulu. Puis là, on va en parler dans quelques minutes à propos des guidages qu'on a vus. Mais si je vous parle de... Ouais, c'est bon, gang, vous avez tous répondu à vitesse grand V. Si je vous parle de force, qu'est-ce qu'une force appliquée sur un objet peut, en gros, faire deux choses? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? C'est quoi les deux choses que peut engendrer une force? Hein? Si je pousse ou je tire ou je fléchis quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Deux choses qui peuvent se passer. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer? Déformation ou modifier le mouvement? Exactement. Vous êtes bon, vous êtes bon, vous êtes bon. Hein, donc, modifier le mouvement, on avait vu un petit peu toutes les possibilités. Hein. Si un objet ne bougeait pas, il était au repos, il se met à bouger, c'est une modification de mouvement. L'inverse, hein, si l'objet bougeait, il arrête de bouger, c'est une modification de mouvement. Donc, le mouvement n'est plus le même. Hein. La Terre dans l'espace, elle n'arrête pas de bouger, on ne pourrait pas l'arrêter. Modifier le mouvement, c'est juste qu'ils ne soient pas pareils. Sinon, le deuxième, qui avait été dit par Sundus, déformer un objet, trois possibilités dans la déformation. Donc, on emploie le terme élastique pour toute déformation qui est juste temporaire, donc l'objet va reprendre sa forme après l'application de la force. Une déformation permanente, c'est lorsque, par exemple, j'écrase une bouteille de plastique, hein, c'est dur de la remettre en place, même si je peux souffler dedans, ou il peut y avoir une rupture si la force est vraiment trop grande. Et là, c'est d'être capable de distinguer un petit peu la différence entre les trois. Permanente, synonyme, plastique. Donc, déformation plastique, c'est une déformation permanente. Lorsqu'on crée un objet technologique, souvent, il va être composé de plus qu'une pièce. Hein? C'est un peu le principe. Donc, on assemble des pièces ensemble. Et pour assembler les pièces ensemble, par exemple, là, vous voyez une casserole, je vais utiliser des organes de liaison. Donc, dans ce cas-ci, là, c'est des rivets. Donc, c'est des pièces de métal qu'on ne peut pas retirer. Donc, il n'y a pas de but d'enlever, si on veut, la poignée d'une casserole. On peut lier les pièces d'un objet de d'autres façons. Parfois, c'est simplement par leur conception qui est juste adaptée. Hein. Si vous voyez le couvercle de la même casserole ou une casserole similaire, la liaison se fait de façon toute naturelle. C'est juste la forme qui permet ça. Je peux prendre un objet que vous connaissez beaucoup mieux, hein, votre téléphone cellulaire, par exemple, la coque que vous y mettez, c'est une façon de relier des objets ensemble. La coque va se mouler tout naturellement sur le téléphone. Un objet comme une paire de ciseaux, hein, c'est forcément composé d'au moins deux éléments, puisque ben là, vous les voyez, il y en a un qui bouge, l'autre qui est fixe à l'écran. Donc, on va les relier, dans ce cas-ci, avec un rivet, la même chose pour le ciseau. Maintenant, on avait parlé de comment qualifier une liaison, puis c'est important lorsqu'on veut justement demander à quelqu'un de construire quelque chose ou de respecter certaines contraintes. Justement, si on veut pouvoir défaire l'objet sans le briser, on va vouloir que la liaison soit non permanente, comme l'exemple du couvercle en haut à droite. A contrario, hein, une liaison avec un rivet, ça nécessite le fait qu'on doive le briser si on veut séparer les pièces. On pouvait qualifier une liaison aussi de fixe ou mobile. Donc, fixe et mobile, la meilleure façon de le visualiser, c'est peut-être de voir que le ciseau, en ce moment, il bouge. Hein? Il y a une partie qui bouge, l'autre qui ne bouge pas. Et c'est un peu ça le secret pour différencier les deux. Donc, si on prend les 4 objets qui sont là à l'écran, les 2 de gauche actuellement, donc la casserole et le ciseau, ont des liaisons permanentes. Donc, chaque liaison peut être qualifiée de soit permanente ou non permanente, soit fixe ou mobile.
pour le moment. Là, on en est là. Vous allez voir qu'il y en aura beaucoup plus d'analyses possibles par la suite. Si je dois briser pour séparer les morceaux, là, c'est parce que c'est une liaison permanente. Si, pardon, je reviens 2 secondes. Dans l'image de droite, hein, j'espère que votre coque de téléphone, vous pouvez la retirer sans briser quoi que ce soit. Donc, on appelle ça non permanent. Un peu comme le couvercle, hein, ça peut se séparer, les pièces se séparent de manière tout à fait naturelle, sans se briser. Si maintenant, je veux les analyser en termes de fixe ou mobile, donc c'est vraiment plus visuel dans ce cas-ci, là, le fixe, lorsque je bouge une des pièces, toutes les pièces, ou en fait les deux composantes, les deux parties de l'objet, doivent bouger en même temps tout le temps. Donc, si je bouge la poignée, la casserole suit. Si je bouge votre coque de téléphone, le téléphone suit ou inversement. Ça veut dire que la liaison est fixe. Toutes les composantes ou les deux composantes pointées sont fixes. Parce que là, vous voyez, dans la casserole en haut à droite, il y a aussi une liaison fixe entre le manche et la casserole, mais ce n'est pas de ça dont on parle. J'ai rajouté des flèches pour vous distinguer. Donc, une liaison mobile permet le mouvement d'une seule des pièces dans la liaison des deux pièces en question. Maintenant, on lit les pièces ensemble parce que généralement, on veut contrôler ou forcer certains mouvements. Et quand on fait ça, on appelle ça on dit qu'on guide une des pièces. Donc, le terme guidage en technologie, c'est le fait de pouvoir orienter une pièce à faire un mouvement fixe, un mouvement donné. L'exemple que vous voyez à l'écran, le mouvement de la fenêtre porte-patio, c'est un mouvement de translation. La pièce qui bouge, on dira que c'est la pièce guidée, et la pièce guidante, c'est celle qui force le mouvement. Donc, le guidage, c'est effectué dans ce cas-ci par le cadre de la porte-patio. Maintenant, puisqu'il y a 3 mouvements, hein, il y a 3 guidages possibles. Les mouvements, je vous le rappelle, translation, rotation, hélicoïdal. Donc, si vous voyez là, les portes d'un salon western, ben ça, c'est un mouvement de rotation. Ça veut dire que la porte, c'est la pièce guidée. Et le guidage est effectué par les charnières qui l'attachent aussi avec le bord de la porte. Hein. C'est le fait qu'il y ait une charnière qui est une obligation de ce mouvement. Et finalement, le dernier mouvement, là, hélicoïdal. Là, il faut faire la distinction. C'est sûr que vous pourriez me dire, moi, je tiens le couvercle fixe et je dévisse le pot. Hein. Généralement, c'est plutôt l'inverse. On tient le pot et on dévisse le couvercle. Donc, pour distinguer quelle pièce est guidée de quelle pièce est guidante, on va voir quelle pièce doit bouger. La pièce qui bouge, c'est la pièce qui est guidée. Et là, dans tous les cas, tous les guidages, il y a des symbologies, puis vous pourrez toujours vous référer à une espèce de tableau de référence lorsque vous voulez employer là, pour symboliser, au lieu d'écrire guidage en rotation, vous pourrez faire juste appel au symbole. Ça va, pas de questions pour les guidages? Je reviens souvent à vos questionnements. Le guidage sur le filet, effectivement, Manel, si on prend le couvercle, en fait, de tous les objets qui se vissent des vis, là, ce sont les filets qui sont sur le contenant, sur le pot, qui servent de guidage au couvercle. Le couvercle ne peut pas tirer dessus. Certains couvercles, oui, là, ceux qui n'ont pas justement les fameux filets de serrage, mais si on parle d'un couvercle qui visse, qui dévisse, c'est ça dont on parle. Tu as raison, Manel. Là. Donc, on vient de passer en revue les mouvements, les forces et les liaisons guidage. On a vu cette année, dans le cadre d'un cours à distance, les principes de base liés aux machines simples. Donc, qu'est-ce qu'on appelle machines simples? C'est des petits mécanismes qui nous permettent de changer le fait d'effectuer un travail, soit d'une manière efficiente au niveau du temps ou au niveau de la force. Je m'explique. Si vous voulez, par exemple, soulever quelque chose, vous pouvez directement prendre la chose et la soulever. Vous pouvez prendre aussi un mécanisme, c'est-à-dire une machine simple, pour vous aider. Généralement, c'est pour appliquer une force moins grande, mais le travail va être le même, c'est-à-dire que vous allez soulever l'objet pour une certaine hauteur que vous aviez choisie, mais si la force est moins grande, vous allez perdre sur quelque chose. Vous allez perdre sur le temps d'application de la force. Donc, je vous l'illustre en animation cette fois. Donc, les deux formes de machine simple, j'avais dit, hein, le plan incliné et le levier. Il y a des dérivés. Le coin étant un dérivé du plan incliné et la roue étant un dérivé du levier. En animation, maintenant, ce que je viens de vous mentionner, par exemple, si je veux prendre une masse,
quelconque. Là, j'ai un peu imaginé par une petite boule que je veux soulever de 1 mètre. Je peux me servir d'un plan incliné et vous êtes normalement capable de vous imaginer que je vais appliquer une force tout le long de la pente jusqu'en haut pour que la masse soit rendue au sommet du plan incliné. Si le plan incliné est plus raide, si on veut, est plus pentu, la pente est plus accentuée, la force va être plus grande, mais je vais l'appliquer moins longtemps. Donc, c'est le principe, dans le fond, d'une machine simple. C'est soit d'appliquer une très petite force pendant vraiment plus longtemps ou une plus grande force pendant moins longtemps. Donc, on peut jouer avec, dans le fond, les paramètres. Puis le plan incliné, c'est vraiment le plus simple pour vous l'illustrer. Si je vous l'illustre maintenant avec le levier, c'est le même principe. Regardez l'image de gauche. Vous avez un bras de levier qu'on va appeler beaucoup plus long que l'image de droite. Et la force à gauche va être beaucoup plus petite. Par contre, va être appliquée beaucoup plus longtemps. Regardez, là, je lève. Et si je veux soulever la boule d'une certaine hauteur, ça va prendre plus de temps dans l'image de gauche. Ça peut être utile, des fois, de forcer plus, mais moins longtemps. Donc, l'image de droite pourrait être aussi utile pour X raisons, si on veut lancer un objet catapulté, par exemple. Donc, dans les deux cas qu'on vient de voir ensemble, le plan incliné et le levier, objectif, soit d'avoir moins de force à appliquer, donc on va dire que c'est plus facile de soulever l'objet, soit on va vouloir le faire moins longtemps, donc les deux images à droite, on va vouloir faire le même travail, hein, soulever la boule, mais on va vouloir le faire vraiment plus efficacement au niveau du temps, donc juste plus rapidement. Qu'est-ce qu'on va vous demander au niveau de l'interprétation de votre compréhension de machine simple? D'abord, première chose, si on vous montre différents objets du quotidien, vous devez être en mesure de me repérer des machines simples. Est-ce qu'il y en a un ou une qui veut s'essayer avec quelque chose qui pourrait être montré à l'écran puis dire, hey, ça, je vois la machine simple. Le marteau, c'est un levier, oui. La balançoire. La balançoire, il y avait une balançoire là-dedans? Okay. Balançoire, c'est une douce, levier. Il n'y a pas d'illustration de balançoire. La hache, c'est un coin, oui, c'est vrai. L'image avec le marin, c'est quoi l'image avec le marin? C'est une poulie, si je ne me trompe pas. En fait, oui, le poulie, celui qui soulève le tonneau, effectivement, ce sont les poulies. En fait, c'est quoi? C'est l'utilisation de roues. Donc, je vais passer les 4 machines simples. Le plan incliné d'abord, ce qu'on vient de voir. Là. Donc, l'escalier, c'est une forme de plan incliné. Hein. C'est l'objectif de monter à un étage avec, dans le fond, moins de force à dépenser, mais plus longtemps que si j'avais à monter à la verticale directement. Le toit, les plans inclinés pour embarquer dans un camion aussi. Les leviers, là, vous les voyez à l'écran. Qu'est-ce que ce sont les leviers? Hein? Les ciseaux, c'est des leviers. Les pinces, corde à linge, c'est un levier. Le jouet à bascule, tous les exemples là, que vous voyez à l'écran, ce sont des leviers. Donc, la bonne réponse de Hakim, la hache, ce sont une combinaison de plans inclinés. Même chose pour les couteaux. Et finalement, il y avait des roues. Donc, autant la brouette a une roue et un levier. Le gouvernail, lui, n'en a qu'une roue. Donc, vous voyez aisément là, les différentes machines simples. Pour le moment, c'est repérer les machines simples. Donc, vous voyez là ce qui était demandé, repérer des machines simples. Ce qu'on vient de voir, les 2 ou les 4, tout dépendamment comment on les qualifie plus précisément. Soit décrire l'avantage mécanique de différents leviers dans les applications variées. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on avait vu juste avant. Hein. Si j'ai un plan incliné beaucoup plus faible, l'avantage, c'est que je vais pouvoir appliquer une force très faible. Si le plan incliné est plus abrupt, en fait, j'aurais à appliquer la force moins longtemps. C'est ce qu'on entend par avantage mécanique pour le moment. L'an dernier, on a vu comment faire des schémas et je vais essayer de vous le remontrer cette année par l'utilisation de nouveaux objets. Donc, il y a 2 types de schémas, hein, le schéma de principe, le schéma de construction. Lorsqu'on veut faire un schéma, a priori, au départ, c'est beaucoup plus facile pour vous de faire un schéma d'un objet qui existe plutôt que de faire d'un schéma d'un objet que vous imaginez que vous voudriez construire, par exemple.
Donc, si je prends le ciseau là, que vous voyez dans l'image de gauche, donc le ciseau, lorsqu'il est en action, c'est facile de le voir et de dire hey, comment je vais pouvoir le dessiner. Le premier schéma que vous voyez à droite, schéma de principe, on fait des lignes simples pour essayer d'illustrer l'objet qui est en mouvement sans rentrer dans le détail. On peut s'habituer à utiliser une couleur différente par composante. Vous voyez que j'ai mis 5 couleurs, il y a comme 5 morceaux après la paire de ciseaux. Maintenant, on peut remarquer lorsqu'on fait bouger l'objet, comment les pièces bougent l'une par rapport à l'autre et quels sont les symboles de mouvement qu'on va mettre dans ce cas-ci, les mouvements de rotation. Donc, on peut rajouter sur un schéma de principe les flèches de rotation sur les composantes appropriées. Maintenant, là où j'applique ma force, là, vous voyez mes mains là, qui bougent le ciseau. Donc, la force, qui dans ce cas-ci pourrait être une forme de traction, compression, mais en fait, on comprend avec l'illustration des flèches blanches où sont appliquées les forces. Et finalement, pour se repérer sur un schéma de principe, on va mettre aussi le nom des pièces. Puis là, il n'y a pas de nom officiel, c'est vous qui nommez les pièces de manière distincte. Si je fais un autre objet, même chose, je veux faire le schéma de principe, pardon. Parfois, les objets sont difficiles à interpréter. Vous n'avez peut-être jamais vu ce genre de limonadier, mais c'est pas plus grave que ça. Justement, c'est un objet qu'on voit parfois dans les livres ou les analyses en ligne. J'en avais un à la maison, je me suis filmé pour que vous voyez comment ça bouge, tout ça. Donc, ça sert à enlever le bouchon d'une bouteille, généralement d'une bouteille de vin. Donc, il y a une partie qui peut tourner. Vous me voyez en ce moment tourner avec ma main. Et après, on a 2 bras de levier de chaque côté qui permettent de retirer le bouchon lorsqu'on aura inséré la pointe glissante. Là. Donc, on peut tracer le dessin à droite, le schéma, là, avec des composantes, vous voyez, là, avec des couleurs distinctes, encore une fois. Je mets les forces. Dans ce cas-ci, j'ai une espèce de torsion dans le haut. Je me mets à tourner dans un sens ou dans l'autre. Le mouvement, bien entendu, sur un schéma, on peut avoir la nécessité de dessiner avec différentes vues, une vue de face, une vue d'élévation, pour mieux comprendre. Dans ce cas-ci, on pourrait s'imaginer, là, vous voyez la flèche de mouvement, je l'ai comme écrasée pour que vous sentiez que ça tourne dans la 3e dimension, finalement. Il y a aussi un mouvement de translation et les 2 bras font un mouvement de rotation. Donc, je mets toutes les flèches des mouvements des pièces, on comprend le principe. Il me reste à mettre les forces en haut lorsque je veux retirer le bouchon. Et finalement, je vous avais dit qu'on nommait toutes les différentes composantes, les pièces qui sont de couleurs différentes. Ça, c'est la façon de faire un schéma de principe. Donc, on fait un dessin simplifié, on rajoute les mouvements, on rajoute les forces et finalement le nom des pièces. Beaucoup plus facile lorsque vous avez un objet qui existe, mais conceptuellement, vous devriez tranquillement pas vite être capable de faire ça à partir d'un objet imaginaire que vous vouliez ou vous êtes en train de construire. Maintenant, le schéma de construction. À quoi ça sert? C'est assez facile. Il y en a qui vont s'essayer pour me répondre. À quoi sert le schéma de construction? Comment on construit l'objet? Assez facile, effectivement. Bonne réponse, gang. Merci pour votre participation. Donc, le dessin est un peu plus fidèle. Si je veux faire les 2 mêmes objets, la paire de ciseaux, limonadier, on fait un dessin fidèle. On va rajouter les liaisons. Donc, les liaisons, c'est simplement dire qu'on a attaché 2 pièces de l'objet ensemble. Généralement, sur une liaison fixe, donc par exemple, les morceaux de plastique des ciseaux là, que j'ai dessinés en vert là, à l'écran, reliés au métal, c'est des liaisons, sont reliés ensemble. On va rajouter aussi les guidages. Donc, les guidages, je vous rappelle à ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Donc, en fonction des mouvements des pièces, normalement, c'est assez facile de voir les guidages. Dans ce cas-ci, on a pour le ciseau seulement un guidage en rotation. Pour le limonadier, on a 2 guidages. La pièce centrale fait aussi un mouvement de translation. Donc, il y a un guidage en rotation, en translation, pardon, dans cet objet. Et finalement, on va mettre les matériaux. C'est assez simple. C'est pas assez pour concevoir la pièce précisément. Il n'y a pas les dimensions avec la façon d'usiner chaque pièce, mais c'est vraiment pour voir, dans le fond, comment l'objet est fait, comment l'objet est construit. Vos super réponses. Puis pour faire le lien avec le schéma de principe, on va renommer les mêmes pièces partout dans l'objet. Ça va nous permettre de faire le lien. La poignée 2, on la voit dans les 2 schémas. Donc,
Les symboles normalisés, vous les avez vus apparaître. Embêtez-vous pas avec ça. Il y aura toujours une table de référence, une légende quelque part que vous pourrez utiliser ces symboles-là. Normalement, ils sont faciles à interpréter. Hein. Si vous voyez, les flèches de mouvement sont fines, les flèches de force sont blanches, plus grosses. Bon, les guidages, c'est pas instinctif, je vous l'accorde. On finit par s'habituer parce qu'en technologie, vous vous doutez, les architectes, les ingénieurs utilisent des symboles pour rapidement mentionner des faits d'observation ou de liaison ou de guidage dans des objets sans avoir à expliciter en long, en large tout ce qui se passe. Donc, on retient schéma de principe, comment ça fonctionne, schéma de construction, comment c'est fait. Et la différence entre les deux, hein, le dessin est un peu plus fidèle pour le schéma de construction. Et le seul élément commun, c'était le nombre des pièces. Force-mouvement pour le principe et liaison, guidage, matériaux pour le schéma de construction. Dans ce qui était demandé, secondaire 1-2, il vous était demandé aussi de regarder sur le schéma de principe en bas, il vous était demandé de savoir aussi indiquer les principes de machine simple dans les objets technologiques. Si je remonte ces deux objets technologiques-là que je viens de vous montrer, est-ce qu'on peut voir des machines simples dans ces deux objets? Je vous laisse tenter une réponse. Est-ce que vous voyez des machines simples là-dedans? Celui de gauche, celui de droite, là, sûrement des évidences. Adam dit il y a des leviers dans le ciseau, effectivement. Celui de droite, Hakim, tu dis il y a des leviers sur une douce, oui, c'est vrai. Bonjour Nina. Donc, effectivement, dans les deux objets, on a deux leviers. Puis là, pour vous en convaincre, là, je vous l'illustre, là, c'est-à-dire que, par exemple, dans le ciseau, vous voyez, hein, j'applique la force au niveau de la poignée et au bout de la lame, c'est ce qu'on va appeler la résistance. Lorsqu'on avait fait le petit cours en ligne pour voir le point d'appui, où est-ce qu'on le mettait, qu'est-ce que ça changeait. Donc, un point d'appui ici, qui est finalement le point de pivot. Même chose dans le limonadier, hein, on a la force appliquée au sommet, là où est-ce qu'on applique la force. Le point d'appui, ben, c'est encore une fois le point de pivot, là, où est-ce que le guidage en rotation. Et dans ce cas-ci, la résistance, elle vient au contact avec la pièce centrale. Mais il y a aussi, on ne le voit pas très bien dans ces deux schémas, il y a une autre machine simple, on pourrait dire, je laisse, mettons, 10 secondes s'il y en a qui la voient. Elle n'est pas très bien illustrée, mais rappelez-vous les deux objets, peut-être qu'il y en a qui la voient. 5 secondes. Un coin, effectivement, c'est très proche de ça. En fait, il y a la vis. Dans le limonadier, il y a un organe ici au bout là, de la pièce que vous avez dessinée en rouge. C'est très bien, Hakim, de dire un coin. C'est très bon parce que c'est un ensemble. C'est soit un plan incliné ou un coin. Là, on est proche de ça. Là. La vis, c'est tout simplement un plan incliné qu'on a déroulé le long d'un axe d'un cylindre. Et des fois, il est même tranchant des deux côtés. Donc, c'est comme dit Hakim, c'est le coin. On vous demande de repérer ce genre de machine simple. Il y en a dans beaucoup, beaucoup d'objets technologiques. On a vu cette année qu'à partir de n'importe quel objet technologique, là, je peux en prendre un plus complexe, comme la voiture électrique, on peut considérer ça comme un système technologique. Et qu'est-ce qu'on peut vous demander hein, si vous voulez jaser de ce système technologique-là? On va le décomposer en principe avec de la terminologie qui nous permet de dire ben, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, mais en vocabulaire. C'est comme si on pouvait écrire un petit paragraphe ou une petite page de texte sur l'objet, puis on veut le décrire dans toute sa globalité. Donc, la première chose qu'on va parler d'un objet, peu importe lequel, hein, c'est à quoi ça sert. Donc, sa fonction globale, c'est ça que c'est. Hein, c'est qu'est-ce que ça permet de faire, cet objet-là. Puis normalement, ça va être assez simple. Si on vous demande la fonction globale d'une chaise, hein, c'est de s'asseoir. C'est simple comme ça. On peut parler de qu'est-ce qui sert de commande dans un système technologique. Si je veux reprendre l'exemple d'une chaise, ça risque d'être assez difficile parce que l'objet est trop simple. Là, c'est pour ça que je vous ai illustré là, la voiture électrique. Ça va être facile d'en parler. Donc, tout ce qui nous permet de modifier ce qui se passe, si on prend limonadier, hein, je pesais, j'appliquais sur les bras de levier des forces. Donc, ça me permettait de rentrer aux commandes de l'objet, finalement, pour effectuer une action. Ce qu'on doit ajouter ou appliquer comme force à un objet, c'est ce qu'on va appeler les intrants. Un peu comme on avait parlé dans l'univers du vivant, ce qui est nécessaire pour que ça procède.
Maintenant, comment que la machine va travailler à l'intérieur, on va appeler ça les procédés. Puis ce qu'elle nous permet de faire, ce qui en sort, ça va être ce qu'on va appeler les extrants. Donc, il y en a qui se sont essayés. Hein? À quoi sert une voiture? Il y en a qui ont dit à se déplacer. C'est vrai, Manel. Donc, à se déplacer ou déplacer des objets, effectivement. Les commandes, il y en a, Hakim a dit les freins, effectivement. Hein? Si je n'ai pas de frein sur une voiture, ça risque d'être assez dangereux. Donc, le volant, les pédales, tout ça, ça permet de contrôler ce qui se passe au niveau de la voiture. Maintenant, là, on peut même être plus précis. Hakim parlait de frein, mais là, dans le fond, si je vous dis la pédale, c'est directement la commande qui me permet d'actionner les freins. Hein. Le procédé, ça va nous permettre que le frein puisse stopper ou en fait ralentir le mouvement de rotation des roues, mais en réalité, la commande se fait par les pédales. Donc, vraiment, quand je suis conducteur au volant, j'ai un paquet de boutons que je peux contrôler, qui sont des commandes aussi, mais j'ai principalement un volant puis des pédales. Qu'est-ce que je dois mettre dans une voiture? Bon, Hakim, il a dit de l'essence. Il y en a qui ont peut-être vu que c'est une voiture électrique, hein? Donc c'est sûr que si ça avait été une voiture à essence, les intrants, c'est les sièges, pas tout à fait, Nina. Donc, qu'est-ce que je dois mettre dans ou au volant de la voiture pour que minimalement elle accomplisse sa fonction globale, qui est de déplacer aussi, de déplacer quelque chose. Donc, Hakim dit, intrant, ça prend de l'électricité, vous l'avez à l'écran. Hein? Je peux aussi avoir à mettre, par exemple, du lave-vitre. Si je veux laver les vitres, ça va me prendre du liquide. Donc, c'est quelque chose que je dois rajouter. Ça fait pas à proprement parler partie de l'objet par défaut. Hein? Je dois comme rajouter ça pour que ça fonctionne. Et c'est la même chose pour le conducteur. Vous imaginez que la voiture, elle peut exister sans conducteur, mais elle ne pourra pas avancer. Donc, c'est un minimum pour qu'elle puisse avancer. Ça me prend un carburant quelconque. Là, c'est une voiture électrique, donc de l'électricité. Et le conducteur, c'est vraiment un intrant. Donc, le siège, c'est vraiment juste un accessoire. Je pourrais très bien, Nina, avoir une voiture sans siège et ça va quand même accomplir sa fonction globale. Ce n'est pas un intrant. Adam, il aurait voulu que ce soit une combustion à l'éthanol, mais peut-être que ça pourrait être une voie hybride du futur. Donc, qu'est-ce que fait une voiture pour, dans le fond, enclencher le mouvement qui va permettre d'accomplir sa fonction globale? Il faut convertir l'électricité en mouvement. Donc, l'idée, hein, c'est que l'énergie contenue dans la batterie ou dans les batteries va être transférée à des moteurs rotatifs qui permettent aux roues de se mettre à tourner, simplement. Hein? Ça fait partie des procédés. Maintenant, on peut dire que si j'actionne le bouton de la radio, il y a de l'électricité qui va se rendre à la radio, qui va se mettre à faire du bruit. Effectivement, mais là, on n'est pas dans la fonction globale d'une voiture, mais on serait dans les petits détails, les petits accessoires. Qu'est-ce qui sort maintenant d'une voiture? Okay? C'est inévitable, il n'y a pas de machine parfaite, malheureusement. Heureusement, puisque ça accomplit sa fonction globale, il va y avoir le déplacement hein, qui va être engendré, puis heureusement. Mais il y aura toujours des pertes. Et malheureusement, c'est ça que je fais allusion. C'est souvent la perte, c'est sous la forme de chaleur. Hein. Si on n'avait pas de perte sous la forme de friction, qui est une forme de chaleur, ou littéralement de chaleur, par le fait que le moteur chauffe, on pourrait avoir une machine qui se rapproche d'une machine parfaite, là, mais ça n'est jamais le cas. Et il y a un paquet de lumière sur une voiture, donc forcément, là, c'est un des extraits possibles. Ça dégage de la lumière. Vous êtes capable de nommer ce genre de truc. Hein? Même avec votre téléphone cellulaire, faites l'exercice. Hein? Il y a des choses minimum à mettre dedans un téléphone et l'utilisateur en fait partie. Le téléphone sur la table, ça ne fait pas grand-chose. Maintenant, on décompose les systèmes technologiques en différentes composantes. Donc, essayez de relier les choses qui sont semblables ou qui servent aux mêmes choses ensemble dans un système technologique et ça va être des composantes. Par exemple, on a les composantes moteurs. Là, c'est dans l'exemple de la voiture électrique. Les composantes direction, tout ce qui sert à diriger la voiture à gauche, à droite, hein, le volant, les roues, c'est ça à quoi ça sert ces composantes-là. Maintenant, les composantes électriques, ça pourrait être, on aurait pu dire les composantes énergétiques ou d'apport énergétique, ça va être aussi bon. Il n'y a pas de terminologie obligatoire. Juste être capable de relier des composantes qui ont comme une sous-utilisation, un sous-objectif semblable. Donc, qui ont besoin d'être là ensemble pour effectuer une action. Donc, par exemple, phare, lumière, clignotant, hein, ça sert tout à éclairer ou à émettre de la lumière.
Et là, pour faire un lien avec ce que disait Hakim, pédale, disque de freinage, c'est le système de freinage. Donc, c'est comme des composantes d'un système technologique. On a vu ça cette année. J'ai parlé d'énergie. Donc, avant de parler de transformation d'énergie, là, je vais juste vous rappeler les différents types d'énergie qui existent. On peut les classer. Je pourrais même enlever l'énergie thermique, qui est une sous-composante de l'énergie mécanique. Mais on s'entend souvent en science pour regrouper sous ces catégories-là que vous voyez à l'écran les différents types d'énergie qu'on peut voir dans l'environnement, mais qu'on peut voir aussi sur des objets qui se mettent à bouger ou à chauffer. Donc, énergie nucléaire, ça ne va pas vraiment nous concerner là, au premier cycle, mais sachez que ça existe. C'est grâce à ça que notre Soleil, c'est l'image de gauche en haut, émet de la lumière et de la chaleur. C'est parce qu'il y a des réactions nucléaires dans son cœur. Une bombe nucléaire, c'est le meilleur exemple, c'est donc de l'énergie qui est contenue à l'intérieur de chacun des atomes. Donc, si j'éclate le noyau d'un atome, ça, on n'a pas vu ça ensemble cette année, l'image de l'atome qui est là, mais si je divisais un atome, par exemple, d'hélium en deux, pour donner 2 hydrogènes, ça va libérer de l'énergie qu'on va appeler de l'énergie nucléaire. Là, je le symbolise ici là, avec le petit symbole que vous êtes habitué. L'énergie qu'on va appeler l'énergie rayonnante, c'est une forme de rayonnement qui contient l'énergie. Pour vous en convaincre, là, vous avez peut-être déjà vu que si vous mettez un objet dans votre micro-ondes, ça s'appelle micro-ondes pas pour rien parce que ça envoie des ondes qui permettent d'accélérer le mouvement des particules, donc de réchauffer ce qui va être contenu dans votre micro-ondes. La lumière, ce sont des ondes. Les ultraviolets, les infrarouges, tout ça, ce sont des ondes. Donc, c'est toutes des formes de rayonnement, un peu comme le Wi-Fi aussi, ce sont des ondes. La radio, c'est des ondes. Puis on va appeler ça l'énergie rayonnante. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des ondes une capacité de produire un changement quelconque. C'est ça la définition de l'énergie. Je peux produire un changement. Il peut se passer quelque chose, ça peut se mettre à chauffer, ça peut se mettre à éclairer. C'est là qu'on voit de l'énergie. Quand ça éclaire, quand ça chauffe, ça pourrait chauffer, quand ça bouge, ça pourrait faire bouger. C'est ça de l'énergie. Autre type d'énergie, bon, lorsque les molécules bougent, si on était capable de les voir, c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique. Donc, tout ce qui est chaud, vous doutez que ça a une capacité de engendrer quelque chose. C'est un peu comme ça le principe d'un moteur à combustion. C'est l'explosion, puis c'est la poussée de chaleur qui permet d'engendrer un mouvement de certaines pièces mécaniques. Il y a un autre type d'énergie qu'on appelle l'énergie chimique, très utile dans la vie. Je reviens. Qui est contenue, par exemple, dans les bûches de bois, que je peux mettre le feu dedans. C'est aussi ce qu'il y a dans une pomme que je mange qui vous donne de l'énergie. Donc, c'est de l'énergie comprise dans la liaison qui est faite entre les atomes. Donc, c'est l'énergie qui est comprise dans une molécule et non dans un atome. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'énergie chimique. C'est aussi cette énergie-là qu'il y a dans les piles et les batteries. Et finalement, l'énergie la plus facile, quand vous voyez quelque chose bouger, c'est l'énergie mécanique. C'est ce que ça veut dire. Mécanique, ça bouge. L'électricité, vous n'allez pas le savoir plus dans le détail, mais c'est quelque chose qui bouge, mais quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais ça bouge. Puis là, je vous disais tantôt, l'énergie thermique, c'est des atomes, des molécules qui bougent. C'est aussi mécanique au final. De l'eau qui tombe, le vent qui pousse, c'est de l'énergie mécanique. Si vous employez les termes, par exemple, d'énergie solaire au lieu de rayonnante, c'est très bon. Vous avez compris le principe. Même chose, l'énergie électrique, là, vous voyez, je l'ai mis, ou hydraulique, éolienne. C'est des termes qui sont plus spécifiques. Si je parle d'énergie hydraulique, c'est vraiment spécifique à l'eau, mais vous avez compris que c'est quelque chose, c'est de l'eau qui bouge. Donc, ça pourrait être très bien acceptable pour expliquer une forme d'énergie mécanique. Et là, on avait classifié les différents types d'énergie. Je vous en ai donné 5. C'est parce que si on passe avec un objet technologique d'un type d'énergie à un autre type, on va dire qu'on fait une transformation d'énergie. Donc, on passe soit d'une énergie, de quelque chose qui bouge à quelque chose qui chauffe ou l'inverse. Donc, on est en train de transformer l'énergie. Et je vous en donne 2 exemples, un ou 2 exemples. Je l'avais fait ça en classe déjà. Par exemple, une vieille locomotive. Il y en a qui se rappellent qu'est-ce qu'on met dans une locomotive pour qu'elle avance. Les vieilles locomotives. Il y en a encore des récentes, mais qui sont plus chauffées au mazout. Mais les vieilles locomotives, là, il y en a du charbon, exactement, Kim. Donc,
si je mets du charbon, qu'est-ce que c'est comme type d'énergie, ça, Nina? Essaye-toi. Tu sais, je regarde un morceau de roche presque noir. C'est bizarre qu'il y ait de l'énergie là-dedans, mais pourtant, il y en a beaucoup d'énergie. Énergie fossile, j'accepterais, mais avec deux S, une faute d'orthographe ici. Énergie fossile, ça pourrait être bon. Ça serait un synonyme d'énergie chimique. Donc, encore une fois, c'est plus précis. Il y a de l'énergie chimique à l'intérieur d'une pomme et à l'intérieur du charbon. L'énergie à l'intérieur du charbon, c'est une énergie fossile. Celle à l'intérieur d'une pomme, ça ne l'est pas. Donc, fossile, ça veut dire que ça vient de matériaux ou d'êtres vivants décomposés depuis des millions d'années, comprimés, et ça fait une espèce de roche noire comprimée. Et ce charbon-là, si je me mets à le chauffer, vous voyez ça dans les westerns ou les vieux Dalton, ça va être converti finalement en énergie thermique. Le charbon qui est chaud, les braises, c'est de l'énergie thermique. Et dans une locomotive, il y a une cuve dans laquelle il y a de l'eau, les vieilles locomotives, et le charbon va permettre de chauffer et la vapeur, dans le fond, va engendrer le mouvement de certains pistons. Et justement, s'il y a un mouvement de quelque chose, c'est de l'énergie mécanique et c'est ce qui va permettre au final de faire avancer la locomotive. Et vous voyez que là, ici, là, dans l'exemple, j'ai deux transformations d'énergie, de chimique à thermique et de thermique à mécanique. Deuxième et dernier exemple, beaucoup plus complexe cette fois. Vous avez une image là. J'ai rajouté un petit quelque chose par rapport à ce qu'on avait vu déjà. Le panneau à gauche, ça me fait penser à quel type d'énergie que ça essaye, avec ou sans faute d'orthographe, idéalement sans. Ce type d'énergie, le panneau qui est à gauche, voudrait nous faire représenter. C'est effectivement photovoltaïque, QUE, mais c'est quand même le gars qui s'essaye. C'est de l'énergie rayonnante. Donc, le panneau photovoltaïque, le panneau en bleu que vous voyez à l'écran, ça permet de transformer l'énergie du soleil ou d'une lumière très intense, mais généralement du soleil, qui est donc de l'énergie rayonnante. Ça va la transformer en énergie électrique. Ça va activer les petits électrons qui sont dans les conducteurs. Et les électrons, quand ils se déplacent, je vous ai dit tantôt que ça pouvait être qualifié comme une énergie mécanique, mais on pourrait très bien, c'est plus facile pour vous de dire énergie électrique. Maintenant, je vais stocker ça dans une batterie. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce que j'avais dit qu'il y avait comme énergie dans une batterie ou dans un ensemble de piles? C'est ça le principe d'une batterie. Quel type d'énergie il y a dans une batterie? Ce n'est pas d'énergie mécanique. Oui, c'est ça, Manel, de l'énergie. C'est pas fossile à faire, c'est une énergie chimique. Donc, une batterie, c'est pour ça que si vous avez des vieilles batteries qui se mettent à couler, vous allez voir des produits chimiques à l'intérieur. Bon, je n'aime pas le terme produit chimique. Vous comprenez le principe, c'est une espèce de quelque chose de bizarre que tu n'as pas le goût de mettre dans ta bouche avec raison. C'est très dangereux. Donc, c'est de l'énergie chimique. Donc, on peut emmagasiner de l'énergie de cette manière-là. Donc, on recharge une batterie, une pile. Et si je me sers de cette pile-là, vous voyez que j'ai reconnecté avec d'autres fils à un autre endroit sur la pile, deux fils électriques. Donc, c'est pour retransformer ça éventuellement en énergie électrique. Et si c'est pour allumer une ampoule, qu'est-ce que c'est que l'ampoule comme type d'énergie? Le lithium, effectivement, c'est un des composants des piles et des batteries qui fait le produit chimique dont je vous parlais là. Effectivement, c'est une douce de l'énergie rayonnante. Donc, ça fait bizarre, on va stocker de l'énergie dans une pile qui vient du soleil pour, après ça, refaire de la lumière. Mais c'est le principe. Des fois, il fait soleil à un moment où est-ce que j'ai pas besoin de lumière et j'ai besoin de réutiliser de la lumière à un moment où est-ce qu'il n'y a plus de soleil et c'est ça qu'on va utiliser. Et dans l'image que vous voyez, vous avez 4 transformations d'énergie. C'est ce qu'on va vous demander d'être capable de repérer dans la vie. Là. Dire, là, c'est... il y a une machine qui sert à transformer. Et le principe, si ça vous tente de le retenir, c'est qu'il n'y a aucune machine parfaite. Je l'ai dit tantôt, je le répète, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une transformation, il y a une perte. Et moins il y aura de transformation, moins il y aura de perte. C'est à vous d'en juger des utilités à partir de là. On a vu cette année différents types de mécanismes qui existent. C'est parce que vous devrez repérer dans justement les objets technologiques ces différents types de mécanismes qui permettent de transformer ou transmettre un mouvement donné à un autre endroit dans la pièce, dans l'objet. Et là, c'est les mécanismes les plus simples. Il en existe des diversités incalculables.
d'originalité vraiment super des fois. Mais les plus simples, là, vous les avez un peu à l'écran. J'en avais fait mention. Si on prend le premier en haut à gauche, le plus simple, comment on appellerait ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent se tenter? Comment on appelle ça, les deux petits trous qui tournent avec des dents? Là? Je vous le pointe là à l'écran. Comment on appellerait ça? Roue dentée, j'aime ça. Okay. Laissez-vous inspirer par ce qui est le plus facile à dire. Roue dentée, engrenage, ce serait excellent. Donc, on va le simplifier comme ça, là, juste à l'écran pour analyser ces différents usages-là de mécanismes. Je vais commencer juste par les nommer rapidement. Le deuxième, en dessous de roue dentée, vous avez ce qu'on appelle donc chaîne et roue dentée. L'autre en dessous, on avait une espèce de vis sans fin, donc une vis qui tourne comme pour toujours, avec des roues dentées, justement. Le petit bonhomme souriant, puis après pas content, vous avez en dessous la roue verte et la roue bleue. Il n'y a aucune dent là-dessus. Ça fait juste deux roues qui se touchent. On appelle ça des roues à friction. Donc, quand on touche deux roues, on peut faire engendrer un mouvement ou en fait transmettre un mouvement un peu plus loin dans l'objet. Et parfois, on va utiliser, lorsqu'on veut se rendre beaucoup plus loin, une courroie. Donc, ce que vous voyez en vert dans l'image, c'est une courroie. Et dans ce système-là, on appelle ça courroie et poulie. Pour le moment, les noms, c'est pas super important, là. Le prochain en haut, en noir avec la roue dentée, c'était, on l'a vu, ceux qui ont fait des Legos avec moi, pignon et crémaillère. L'autre à droite, cam et tige poussoir ou cam et galet. Tige poussoir et galet, pardon. Le galet, c'est la pièce rouge qui tourne dans cette image. Donc, on a, dans ce cas-ci, là, on va le rentrer dans le détail, là, il y a des mouvements, encore une fois, puis ça permet de transmettre le mouvement ailleurs dans l'objet, mais d'une manière différente. Les deux images qui ressemblent à des vis, très simples, vis écrou, je les symbolise rapidement avec des dessins qui ne bougent pas. Et finalement, le fameux principe d'une locomotive, hein, c'est la bielle manivelle, une espèce de roue qui tourne avec un mouvement de translation. Donc, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça? C'est qu'on peut réorganiser ces différents mécanismes-là en deux grandes catégories. Donc, comment on fait pour les organiser? On regarde comment les pièces à l'intérieur du mécanisme bougent. Si je regarde le premier, hein, l'engrenage, tout le monde peut voir facilement que les mouvements, ce sont les mouvements de rotation. Et là, une roue avec des dents engendre le même mouvement de rotation ou en sens opposé. Si vous voyez la roue en magenta, c'est en sens opposé. Engendre un mouvement de rotation à son voisin, etc. Donc, au final, c'est un système qui permet juste de transmettre le mouvement de rotation un peu plus loin dans le système. Dans le deuxième exemple, celui de droite, vous avez le pignon, c'est la roue dentée rouge, qui tourne. La crémaillère, elle est bleue, okay, ou elle est grise en bas, là, et son mouvement, c'est un mouvement de translation. Quand le mouvement change, c'est pas le même mouvement, donc c'est pas dans les images de gauche, on n'était que dans la rotation. Dans l'image de droite, vous êtes avec de translation à rotation, par exemple, ou l'inverse. On va dire que ça transforme le mouvement. Et c'est des petits mécanismes qui permettent justement de transformer un mouvement parce qu'on peut avoir un petit moteur rotatif, mais ce qu'on veut, c'est pas un mouvement de rotation, c'est parce qu'on veut se mettre à faire un mouvement de translation quelque part, mais on va utiliser un petit mécanisme comme ça pour transformer le mouvement. Donc, l'ensemble des mécanismes à gauche, ce sont des mécanismes qui permettent de juste transmettre le mouvement ailleurs dans l'objet et on va dire, puisque c'est le même mouvement, que c'est des mécanismes de transmission. Tandis que ceux de droite changent le mouvement, soit ça passe de translation en rotation, soit de rotation en translation. Là, ça reste simple. Hein. Il y a des mécanismes qui peuvent transformer même le mouvement hélicoïdal. Là, on n'est pas là, on est des mouvements simples. Rotation, translation. Si le mouvement change, on parle d'une transformation. Donc, les mécanismes à droite. Le nom, je vous rappelle, vous n'avez pas à les savoir par cœur, mais ça va vous aider à les distinguer. Pignon crémaillère, je pense qu'il va être assez facile pour vous. Quelqu'un aurait pu dire des engrenages, c'est très bien pour le mécanisme à gauche. C'est bon aussi. Et là, juste pour vous en convaincre, là, parfois, c'est pas évident de voir le mouvement. Si on regarde le deuxième en bas à gauche, là, que je vous illustre en mouvement, ceux qui se rappellent du nom, là, la vis sans fin et roue dentée,
la vis sans fin dans l'image tourne dans la troisième dimension. Donc là, j'essaie de vous l'illustrer, mais dans les deux cas, hein, les engrenages et la vis sans fin, c'est des mouvements de rotation. Et c'est pour ça que c'est un mécanisme de transmission. Est-ce que j'ai des questions? Transformation, transmettre le mouvement, oui, c'est bon. Donc, je poursuis. Un autre exemple de transmission dans le mécanisme de courroie poulie. Vous voulez voir, là, ce qui m'intéresse, c'est pas la courroie, mais le mouvement de chacune des poulies. Même si le mouvement de rotation n'est pas dans le même sens que les autres roues, ce sont tous des rotations, juste pour vous en convaincre. Et si on regarde, par exemple, le mouvement de la bielle manivelle, là, qui est vraiment classé pas à la même ATS supérieure. Le mouvement de la bielle manivelle, hein, vous avez la pièce rouge qui fait un mouvement de rotation là, dans l'animation GIF et la pièce cyan ou bleu pâle qui fait un mouvement de translation. Donc, c'est le principe d'une bielle manivelle, hein, ça transforme le mouvement et on pourra voir aussi là, que c'est réversible, entre autres. Là. Il n'y a pas tous les mouvements qui sont réversibles, mais ce n'est pas à savoir. Ce que vous devez savoir, ce que vous devez être capable de voir, c'est de regarder une image. Par exemple, là la tête d'un instrument à cordes et dire je vois un mécanisme à l'intérieur de l'objet. Donc, qu'est-ce que c'est comme mécanisme? Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme-là? Donc, je l'accentue là, pour que vous le voyez bien. Donc, attention de ce qu'on a à voir. C'est une vis sans fin, effectivement. Il y a un engrenage et vis sans fin ou une roue dentée et vis sans fin. Tout ce qui est important de voir, c'est le mouvement des pièces. Hein? Vous voyez que si je tourne finalement l'espèce de manivelle qui est reliée à la vis sans fin, ça va faire tourner la roue dentée. Et donc, c'est deux mouvements de rotation, donc c'est une transmission. Si je vous montre un deuxième objet, par exemple, une clé à molette, des fois, c'est des objets que vous avez un peu moins vus dans votre vie, mais il y en a qui ont peut-être vu ça dans une boîte à outils. Hein. C'est une pince avec l'embout ajustable pour ajuster, si on veut, l'ouverture. Donc, Adam, il voit justement une vis écrou, c'est exactement ça. L'important, c'est de voir les mouvements qui sont associés. Les mouvements, ici, hein, on voit que des fois, on ne le voit pas facilement sur une image papier qui ne bouge pas, mais le principe, c'est que le bec de la clé à molette va se refermer progressivement si je tourne finalement la molette. On appelle la clé à molette. Donc, le mouvement ici va être une rotation. Ici, ce sera un mouvement de translation. Donc, forcément, puisque là, Adam l'a dit, c'est une vis écrou, c'est une transformation. Dans la locomotive, on l'avait vu tantôt, ça va être une image que je vais vous montrer souvent. On voit, en fait, c'est le principe, à l'intérieur du piston, il y a un mouvement de translation et l'objectif, c'est d'engendrer un mouvement de rotation. Hein. Si on veut une locomotive, c'est le principe, c'est de pouvoir avancer. Donc, même s'il y a un mouvement qui est un peu complexe, on pourrait appeler ça un mouvement mixte, on voit très bien la pièce beige pâle ici là, qui fait un mouvement de translation. Même à l'intérieur, il y a un piston là, qui le fait. Et la roue, c'est une rotation. Donc, ceux qui se rappellent du nom, tant mieux, bielle manivelle. Sinon, vous voyez qu'il y a une transformation de mouvement et que c'est un mécanisme de transformation. L'an dernier, on a parlé de matière première, matériaux, matériels. Donc, si on veut distinguer les différents termes, on dirait un matériau, du matériel. On va commencer par des objets assez communs, juste pour qu'on voit si vous avez un petit peu une idée de quoi c'est fait, en quoi c'est fait. Donc, si je parle du matériau, quel matériau aurait pu servir à construire la cabane en haut à gauche? Je vais vous tenter une réponse. Du bois. Effectivement, du bois, ce serait une excellente réponse. Donc, des planches de bois ou du bois, c'est le matériau directement. Un objet que je peux acheter souvent dans des quincailleries ou des endroits justement où est-ce qu'on a le matériau à l'état brut, mais pas à l'état, en guillemets, sauvage ou naturel. La coque de téléphone en caoutchouc, quel serait le matériau? Plastique? Oui, plastique ou caoutchouc, c'est presque des synonymes. Aujourd'hui, le caoutchouc, c'est rare qu'il est fait avec le produit naturel provenant de l'arbre, mais ce sont souvent des dérivés du pétrole, un peu comme le plastique, donc le caoutchouc. Je passe au prochain, la chaussure. Quel serait le matériau de la chaussure que vous voyez là? Le tout. Une bonne chaussure avec ce serait du cuir. Ça ne prend pas de E, Hakim. Cuir, C-U-I-R. C'est effectivement le matériau qui sert à fabriquer la plupart des chaussures de bonne qualité. Là, si je vous parlais de la surface
transparente sur le dessus de votre téléphone. Quel est le matériau de cette pièce ou de cette composante? Du verre ou du plexiglas, effectivement. On pourrait s'en tenir, là. Il y a plein de spécificités, mais si ça craque comme ça, souvent, on va dire, par exemple, que ce serait du verre. Et finalement, la structure du pont Jacques-Cartier, quel serait le matériau de la structure du pont Jacques-Cartier? Si on parle des piliers, effectivement, les piliers, ce sont les deux grosses bases là, que vous voyez à l'écran. Il y en a même une troisième au fond. C'est du béton, mais sinon, là, la structure verte, ce sont des poutrelles d'acier, donc des poutrelles de métal, ça pourrait être très bon. Ça, c'est ce qu'on appelle le matériau d'un objet. Quelle serait maintenant la matière première pour le bois? C'est extrêmement facile. Il y en a qui vont associer une réponse. Matière première, juste pour distinguer. Un matériau, c'est quoi? C'est comme la matière que je vais acheter au magasin pour fabriquer un objet. Et finalement, Hakim dit très bien, hein, les arbres sont la matière première pour les planches de bois. C'est d'une évidence. Quelle serait la matière première maintenant du caoutchouc? Je l'ai dit tantôt. Du pétrole, effectivement. Donc, ce sont des hydrocarbures fossiles. Donc, l'équivalent de ce qu'on va chercher souvent dans les fonds de la lithosphère, des vieilles réserves de pétrole, il en reste encore. Malheureusement, il en reste de moins en moins. Donc, tous les dérivés du caoutchouc et du pétrole sont souvent faits, et du plastique, pardon, sont souvent faits à partir de pétrole, qui est la matière première. Quelle serait la matière première du cuir maintenant? C'est facile. Il y en a qui disent, Hakim a dit la plante. Effectivement, si c'est du caoutchouc naturel, tu aurais raison, ça existe, mais c'est très rare qu'on l'utilise parce que on ne serait pas capable d'avoir en grande quantité, malheureusement. Il y en a qui disent l'animal. Donc, oui, Manel, l'animal. Là, je pourrais dire le bœuf pour du cuir de bœuf, mais si c'était un mouton, on aurait pu dire de façon générale l'animal. C'est vrai. La matière première maintenant du verre, c'est intéressant de savoir. Il y en existe des tonnes, là, innombrables quantités de matériaux dont la matière première sont des fois inconnues de la plupart des gens. Mais mettons les matériaux usuels, ceux qu'on voit fréquemment, ceux que vous voyez à l'écran, c'est intéressant de voir. Effectivement, Sundus dit du sable, Hakim, Manel, super, tout le monde savait que c'était du sable chauffé. Il y a d'autres ingrédients, la silice, la soude, dans le verre, mais la grosse majorité, c'est du sable qu'on fait chauffer à très haute température. Maintenant, les poutrelles d'acier, quel serait le principal matériau de la poutrelle d'acier, ou matière première, pardon, parce que la poutrelle d'acier, c'est le matériau. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, matériaux, poutrelle d'acier, matière première, le minerai de fer, entre autres. Donc, tout ce qui est roche, hein, tous les minéraux que vous voyez dans le tableau périodique, c'est des composantes qu'on peut retrouver dans le sol. Et vous avez une image à gauche, c'est un peu la façon d'extraire justement les minéraux du sol. Le matériel, je vais le passer rapidement. Qu'est-ce que c'était que le matériel? C'est un terme générique pour désigner à peu près l'ensemble des outils. On pourrait vous demander de dire, ben, le marteau, la scie pour construire une cabane d'oiseaux, ça fait partie du matériel qui a été utilisé. On pourrait parler d'un moule, par exemple, pour mouler la coque du téléphone, les différents outils que le cordonnier utilise ou celui qui fabrique les chaussures utilise, les pinces, les fours chauffants, toutes les choses qui ne rentrent pas dans la composition de l'objet et qui servent à fabriquer l'objet, c'est du matériel. Donc, c'est ça la différence. Effectivement, la raffinerie, ça en serait une. Il existe des tonnes et des tonnes d'outils ou d'outillages différents ou de machines-outils différentes. Puis, dans tous les cas, c'est du matériel. Donc, ça, c'était assez facile. On avait vu ça l'an dernier. Je vais terminer avec les différents concepts de l'ingénierie. Il y a un document dans lequel on ne passera pas beaucoup de temps. Vous allez voir, l'objet doit, effectivement, Sundus, tu tombes pile à point. Donc, qu'est-ce qu'une contrainte? Le terme en bas, là, qui est à savoir, c'est que dans le fond, vous devez être habile de dire que dans un cahier des charges, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a des contraintes. Et des contraintes, c'est des formulations de phrases qui commencent par l'objet doit. Quand on lit un cahier des charges, c'est qu'on se fait donner, dans le fond, un petit document dans lequel il y a toutes les directives pour comme orienter le penseur, le créateur ou la créatrice d'un objet. Mais on veut l'orienter, hein, parce que si je lui demande de travailler à la conception d'un objet, il faut bien que je lui dise à peu près qu'est-ce que je m'attends à ce que ça fasse, l'objet. Et lorsque vous avez un cahier des charges et que vous répondez à l'ensemble des charges,
mais que là, le client, finalement, n'est pas satisfait, c'est peut-être parce que vous n'avez pas été assez précis dans vos contraintes. Donc, toutes les phrases commençant par l'objet doit, ce sont des contraintes. Différentes catégories, on pourrait dire les contraintes humaines, économiques, environnementales, etc. Il en existe un paquet. Généralement, un cahier des charges, plus l'objet est complexe, plus il va être épais. Un cahier des charges pour concevoir une voiture, la nouvelle voiture sport de l'année, il va être extrêmement compliqué et complexe. Là, on s'en tient à des directives relativement simples, là, juste être capable de repérer si un objet respecte une contrainte. Si je vous dis une contrainte là que vous voyez à l'écran, l'objet doit supporter des hautes températures. Ça serait une contrainte physique. Est-ce qu'on est capable de voir quel objet, là, quelle tasse, finalement, ou quel contenant peut respecter cette contrainte? Il y en a qui dit la rouge. Un objet qui doit supporter des hautes températures, hein, plus le matériel va être proche, le matériau, pardon, va être fait de porcelaine ou de quelque chose en verre, ça va supporter des hautes températures plus encore que le plastique. Donc, j'aurais tendance à dire que, par exemple, les tasses noires ou translucides seraient les plus appropriées pour respecter cette contrainte. Ça ne veut pas dire que la rouge n'est pas bonne. Là. Il existe des plastiques qui résistent à des très hautes températures aujourd'hui, mais c'est sûr que le petit verre pour bébé ne convenait pas. Si la contrainte devait être, là, par exemple, doit être en plastique, ben, de façon évidente, ce serait le bleu et le rouge qui respecteraient. Si la contrainte, doit être noir, ben là, c'est une contrainte purement esthétique. Ça fait partie des contraintes humaines. Maintenant, c'est simple. Hein? Vous êtes capable de me dire quel objet respecte cette contrainte-là. Il y a un terme que j'ai presque pas passé en revue, le terme gamme de fabrication. Pourtant, l'an dernier, lorsque je vous ai fait construire une boîte qui ressemble à ça, hein, qui avait le tangram dedans, je vous ai donné une gamme de fabrication que j'avais fabriquée. Là. Donc, c'est quoi une gamme de fabrication? Il y a presque le mot dedans qui vous le dit. Ça vous sert à fabriquer l'objet. Donc, on peut juste suivre des étapes. Vous devez être capable, là, à votre âge, 13-14 ans, de suivre une gamme de fabrication étape par étape. Donc, il y a une séquence d'actions qu'on doit respecter, on doit la faire dans l'ordre. Et le truc, en fait, pour que ça fonctionne, c'est vraiment de la suivre vraiment mot à mot. Parfois, il y a des erreurs dans les gammes de fabrication, par exemple Ikea ou etc. Là, puis c'en est drôle. Mais une bonne gamme de fabrication, si on lit mot à mot et on fait toutes les actions, normalement, des fois, il y a des photos pour nous aider, il y a des schémas, des dessins pour nous aider à assembler les pièces. Puis, il y a du matériel, on peut dire, ça va prendre un tournevis, etc. Et l'ensemble va nous permettre de faire fabriquer un objet. C'est ce que vous devez être capable de faire. Très dur à faire en évaluation. Donc, ça complète le cours d'aujourd'hui. De la même façon, j'avais préparé des documents qui pourraient être complétés à l'écrit. Vous remarquerez que les 2 premières pages l'an dernier, on avait quelque chose de très semblable. À la page 2, vous allez avoir des schémas à faire d'un objet. Je veux vous voir faire des schémas. Donc, vous prenez une feuille blanche, faites les schémas appropriés en couleur, idéalement, et prenez une photo et vous allez le joindre à votre travail à l'endroit approprié. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, OK, donc c'est le même principe, 4 pages, mais je vais procéder autrement pour que ça soit encore plus facile à saisir. Je l'ai décomposé en 4 parce que vous allez voir que des fois, hein, on peut être tanné après une page, donc vous prendre une pause. Vous aurez donc comme l'équivalent de 4 devoirs, d'au total d'à peu près 30-40 points chacun à me remettre.